Merci de vous connecter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir en fonction de votre position géographique. Bienvenue sur Kerembessé. Comme je l'ai si bien dit, aujourd'hui, nous recevons monsieur Marquez Yvan. Je vais placer le lampion de la transparence médiatique sur lui. Voilà. Veuillez partager au maximum cette émission qui se veut inédite. Partagez, faites comme moi, je partage. Restez connectés. Connectez-vous. Et surtout, partagez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez, faites comme moi. Voilà, je partage. Il est là, c'est bel et bien lui, monsieur Yvan Marquez, notre invité de ce jour. Nous partageons. Partagez un peu sur, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, dans les groupes de discussion, sur WhatsApp, un peu partout. Faites un maximum de partage, je vous en prie. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oui, comme je disais tantôt, mettre le lampion de la transparence médiatique sur les compétences distinctives du pays, aller vers ceux et celles qui font l'actualité un peu partout, les Centrafricains compétents. Telles sont les missions que nous nous sommes assignés sur Kerembessé. Et aujourd'hui, nous recevons pour notre toute première édition de ce mois, monsieur Yvan Marquez, un Centrafricain bien sûr. C'est vrai que son nom porte à confusion, Yvan Marquez. On entend rarement monsieur Yvan Marquez. Bonjour. Bonjour mon frère. Voilà, rares sont les fois où on rencontre des Centrafricains qui s'appellent Marquez. Ça, c'est une histoire de famille. Ça, c'est le nom de ma mère. Ma mère, son père adoptif avait ce nom. Et donc, je porte ce nom qui est le nom de ma mère parce que c'est ma mère qui m'a élevé. Alors, puisque c'est le nom de votre père adoptif, de ma mère adoptive. Le père adoptif de votre maman. De ma maman, oui. Alors, dites-nous, monsieur Marquez, il est qui exactement? Comment est-ce qu'il est arrivé en République centrafricaine pour qu'il puisse écrire ce nom au fronton, au burin, au fusain de la République centrafricaine, puisque des années plus tard, on parle encore de monsieur Marquez. Il est qui, monsieur Marquez? Monsieur Marquez, c'était un Français dans les années 50. Oui. Qui a décidé de, comme à l'époque l'armée le conseillait, de faire donc son service militaire en Outre-mer. Donc il avait choisi justement donc l'Afrique. Donc il a sillonné donc les pays d'Afrique dans les années 54-55. Il avait fait à l'époque le Zaïre qu'on appelle RDC aujourd'hui. Oui. Il a fait pas mal de pays pour arriver donc en République centrafricaine où il était dans l'armée de l'air. Donc à cette époque, il avait rencontré donc une dame de là-bas, qui est ma grand-mère de l'ethnie Yakoma, qui tenait un bar. Et donc là où était le rendez-vous effectivement de tous les anciens militaires français, les fonctionnaires d'État de l'époque. Ils se sont rencontrés, cette femme avait un enfant qui avait 6 mois à peu près, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils sont sortis ensemble, mais il a voulu l'épouser. Pas juste effectivement être de passage, il a voulu vraiment, il était attaché à cette terre, la Centrafrique, et il voulait rester là-bas et bâtir quelque chose pour le pays. Ce qu'il a fait, donc il a demandé donc sa main. Et comme le voulait la tradition, je vais dire, avant l'indépendance de nos pays, donc pour tout Français qui voulait épouser, donc il pouvait être démobilisé donc, de l'armée française à condition d'épouser, entre guillemets, ce qu'on appelait une autochtone. Chose qu'il a faite. Donc, de par conséquent, ma grand-mère s'est mariée avec lui. Et puis, il a reconnu donc sa fille qui avait quelques mois et qui a porté son nom. Donc, sa fille, qui est ma mère,
a grandi dans cet univers, donc on va dire français. Et par la suite, lorsque je suis venu au monde, c'est elle qui m'avait reconnu. Donc voilà, j'ai porté le nom de ma mère, comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas reconnues par leur père et qui portent le nom de leur mère. Vous arrive-t-il en France d'être confondu à des étrangers puisque le nom Marquez n'est pas centrafricain? Oui, souvent parce que effectivement, j'ai dû quitter la Centrafrique avec ma famille en 78. Oui. Donc quand j'étais petit encore, je suis allé au Gabon. J'ai vécu au Gabon. Oui. Vu l'accent, voilà. Donc j'ai fait mes écoles dans les écoles françaises là-bas. J'ai fait toute ma scolarité secondaire là-bas avant de rejoindre donc la France après. Donc lorsque je suis arrivé, je venais du Gabon en m'appelant Marquez. À part la famille proche, personne ne pouvait savoir que j'étais originaire donc du pays. Donc voilà, hein, mais bon, j'ai gardé contact avec la famille du côté maternel. Et je tiens à préciser que du côté biologique de ma mère, c'est la fille du docteur Ngodi. D'accord. Donc ma mère est l'une de ses filles et moi je suis le premier fils du docteur Ngodi pour ceux qui pourront donc le premier petit-fils ou le premier petit-fils. Petit-fils. Premier petit-fils. Donc c'est moi le premier petit-fils quand même. Oui. Et donc voilà, donc j'ai gardé donc des contacts avec ma famille, avec mes oncles qui viennent souvent ici voir ma mère parce que voilà, le lien n'a pas été rompu. Voilà. Donc avec vous, nous avons regardé un tout petit peu dans le rétroviseur de votre arbre généalogique. Nous avons parlé de votre grand-père, nous avons parlé de votre grand-mère, de votre maman. Maintenant, parlons de vous. Qui est Monsieur Yvon Marquez? Bon, pour faire simple, Yvon Marquez, qu'est-ce qu'il est? Yvon Marquez, j'ai travaillé pendant... Qui je suis? Père de 3 enfants. Oui. Déjà, ça, c'est important donc de le rappeler. J'ai travaillé pendant 21 ans dans le secteur bancaire. Donc, comme directeur de secteur, j'avais plusieurs bureaux, des managers, des collaborateurs à former, à me faire monter en compétences. Aujourd'hui, je suis consultant et puis formateur dans plusieurs écoles de commerce françaises sur lesquelles je lance des programmes de formation banque-assurance, de management, également de développement personnel. Voilà, donc j'accompagne des étudiants sur leur cursus MBA, de Bac plus 3 à Bac plus 5, les futurs diplômés, ceux qui vont peut-être demain sillonner donc nos continents. Donc, pour résumer, je fais ça. Mais pour commencer, il y a toujours un commencement à tout. Quand je suis arrivé en France, j'ai fait mon service militaire, j'étais parachutiste. Ça s'est bien passé. Après, je suis rentré en école de commerce sur Tours, où j'ai fini et donc j'ai commencé à travailler au niveau de la caisse d'épargne, une banque locale ici, comme conseiller. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai intégré la Poste, où j'ai travaillé à la Poste comme conseiller financier et conseiller grand compte et après directeur de secteur. Donc j'ai travaillé sur ces secteurs-là, j'ai eu plusieurs collaborateurs, plusieurs bureaux en ville, dans le rural, en semi-rural. Donc ça veut dire qu'effectivement j'ai donc une vue assez large donc du domaine bancaire et du domaine postal. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Poste englobe donc le service courrier et le service bancaire, la banque postale. Donc ce sont des domaines que je connais, sur lesquels j'ai travaillé, que j'ai éprouvé. Il y a 4 ans de ça, j'ai pris une disponibilité auprès de la Banque Postale et de la Poste pour créer une entreprise. Donc j'ai décidé de travailler à l'étranger. J'ai travaillé à l'étranger, c'est-à-dire que j'ai fait donc l'Afrique du Nord, on va parler du Maroc, je suis descendu sur l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, pour m'arrêter au Sénégal, où j'ai accompagné des expatriés à créer des sociétés, donc notamment dans le transport, qui n'étaient pas du tout dans mon domaine professionnel, et dans d'autres activités également. Donc ça s'est super bien passé, donc j'étais content de ce travail parce que ça me permettait effectivement de faire le lien avec mon continent, mais plutôt sur la partie ouest africaine parce que je pense qu'en tant qu'originaire d'Afrique, il est quand même bien aussi de connaître comment ça se passe chez les autres pour avoir donc une expérience, un recul assez précis, chose que j'ai faite. J'ai fait ça, j'ai continué à l'effectuer, effectivement des voyages, même si le confinement nous a un peu, entre guillemets, bloqués. Absolument. Je suis revenu en France et donc là j'ai eu 2 propositions donc, de postes de manager, notamment dans 2 banques,
BNP et Société Générale. Donc, j'en ai choisi une. J'ai choisi la Société Générale parce que c'était proche de chez moi. Oui, voilà. J'y ai travaillé, j'ai fait le tour de mon activité et j'ai décidé donc d'arrêter cette activité, donc on va dire entre guillemets, alors ça peut choquer certains, de cadre bancaire, salarié effectivement à un établissement, pour me mettre à mon compte et me dire, mais finalement, pourquoi avec toutes mes compétences, je ne formerai pas les gens, je n'accompagnerai pas les entreprises avec le réseau que je me suis fait derrière. Chose que j'ai décidé de faire. Alors pour quelqu'un, ça peut être choquant, mais effectivement, moi j'ai changé mon mindset. J'ai décidé effectivement donc d'aller au-delà. Donc, va à l'école, fais ton travail, et toi. Et moi, justement, pour moi, c'était un challenge. J'ai décidé à ce moment-là donc de passer un deuxième diplôme d'école de commerce. Donc, j'ai passé un diplôme il y a 3 ans maintenant en management et stratégie des entreprises que j'ai eu. Donc j'ai eu ce diplôme pour Estimez-vous que c'est seulement un challenge ou c'est une insatiabilité, comme on le dit si bien? Disons que c'est toujours le désir d'aller plus loin et de se prouver qu'on peut aller plus loin. On ne peut pas se limiter juste à ce qu'on nous a appris. Et ça, c'est quelque chose que je fais. Donc au quotidien, j'ai eu ce diplôme et aujourd'hui j'enseigne même dans cette école. C'est le paradoxe quand même. Oui. Donc j'enseigne également. Donc comme c'est à Marseille, donc effectivement je conçois des cours et puis nous travaillons en visio parce qu'on a justement heureusement la technologie qui est là pour pouvoir accompagner donc les étudiants à leur développement. Je fais ça. Pour terminer alors, parce que sinon ça risque de prendre du temps et je pense que toute personne a des choses à dire sur elle, mais on aura l'occasion de... Allez-y, continuez. Je tiens à juste dire qu'en parallèle, donc j'étais président d'un club de sport et puis coach sportif pendant plus d'une quinzaine d'années où j'ai emmené des gens en championnat de France. J'ai eu des champions de France. J'ai emmené donc des compétiteurs. Donc en plus du travail, je rentrais le soir, je prenais mon sac de sport, je partais et j'ai fait ça. J'ai toujours cette envie toujours d'aller plus loin, de chercher toujours qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut faire. Chaque fois qu'il y a quelque chose à découvrir dans un autre domaine qui n'est pas le mien, ça pouvait être le transport au Sénégal, ça pouvait être autre chose, mais j'aime toujours, voilà, aller cultiver justement voilà, cette connaissance, cette soif de connaissance pour me dire, ben voilà, finalement, lorsque je parlerai, comme je parle aujourd'hui aux étudiants ou bien aux collaborateurs que je forme, j'aurai toujours un plus, une plus-value à apporter aux gens. Voilà, en somme, c'est ça. Pour le centrafricain lambda, vous êtes 2 fois diplômé en commerce. D'école de commerce. Vous êtes 2 fois diplômé d'école de commerce. Alors, quelle est la différence entre vos 2 diplômes? Parce qu'il faut le préciser pour que les gens puissent le savoir. Alors, une école de commerce, effectivement, c'est un enseignement pluridisciplinaire où, effectivement, vous allez choisir une option. Il y a des gens qui vont travailler dans les grosses centrales, donc dans un centre d'achat. D'accord. Il y a des gens qui peuvent travailler en finance. Il y a des gens qui peuvent travailler dans de l'audit. Voilà, expert comptable et tout. Donc, cette première option que j'avais eu à faire, c'était dans l'option finance. Voilà, c'est mon premier domaine de compétences où, effectivement, j'ai suivi des cours. On rentre à partir de la 3e année. Donc, on fait 2 années universitaires, chose que j'avais eu à faire, un DUG à l'époque d'AES. Et ensuite, je suis rentré en école de commerce où après 2 ans, à l'époque c'était 2 ans, maintenant 3, on est diplômé. Donc, on est diplômé, c'est-à-dire on est en même temps en entreprise, en même temps en formation avec des professionnels, ça je tiens à le dire. C'est pas que du descendant, avec des professionnels du secteur dans les différents domaines, études de marché, voilà, les valeurs mobilières, les SICAV, les assurances vie, enfin autre chose. Et avec tout ça, effectivement, vous avez un diplôme à la fin, un diplôme professionnel universitaire, c'est-à-dire c'est un double diplôme. Et moi, je disais qu'à l'époque, c'était intéressant d'avoir un diplôme comme ça, parce que lorsque j'ai eu ce diplôme, je suis commencé à travailler au niveau de la banque. Quand je suis arrivé sur ma ville qui était Tours, je tiens à le préciser, j'étais le premier conseiller noir. Quand même, ça il faut le souligner, à travailler à la caisse d'épargne à l'époque, en 2000, au niveau de ma région. Donc c'était quelque chose qu'aujourd'hui les jeunes peut-être le font aisément, mais quelque chose qui était assez fermé et qui m'a permis de m'ouvrir les portes dans ce domaine-là. Après, effectivement, lorsque vous avez des clients et vous réussissez vos objectifs, voilà, donc on n'est plus, je dirais que après notre... Et votre second diplôme? Et le second diplôme, j'y viens, le second diplôme, c'était un diplôme en management et stratégie des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les grands dirigeants,
ils passent ce type de diplôme, les grands dirigeants, c'est-à-dire lorsque vous gérez une entreprise qui tient 5000 personnes, par exemple, avec justement des sites à travers le monde, il y a du développement personnel, de l'accompagnement, du coaching, du management, de la stratégie marketing, tout ce qui est, on va dire, au niveau du pôle central d'une entreprise, comment on prend les décisions, comment on va regarder un compte de résultats, comment on va orienter la stratégie d'une entreprise, ça ne se fait pas comme ça. Ça se dit pas, on ne dit pas, voilà, je le sais parce que je l'ai appris et je l'ai vu 2 ou 3 fois en tuto. Non, ça s'éprouve. Et il faut échanger effectivement avec des professionnels. Chose que j'ai faite, je l'ai fait en 1 an. Je l'ai juste fait en 1 an. Vous avez gravi les échelons dans le secteur bancaire et vous êtes allé un peu plus loin au niveau de la poste pour être in fine DG. Voilà. Alors dites-nous en tant que DG à l'époque, que faisiez-vous? Plusieurs choses. Déjà, j'avais 2 pôles. Le pôle bancaire et le pôle courrier. Le pôle bancaire, c'était faire monter, j'avais une mission de faire monter donc les collaborateurs qui n'avaient jamais travaillé au guichet dans tout ce qui était expertise bancaire. C'est-à-dire que lorsque, je prends un exemple, un client venait pour avoir des renseignements sur un livret. Un livret, c'est un compte d'épargne sur lequel on met de l'argent et qui génère des intérêts. Le conseiller devait être en même de lui proposer un compte courant et de le faire seul. Pas forcément de prendre un rendez-vous avec un conseiller. Donc j'avais donc pour objectif de faire monter les collaborateurs en compétences dans le secteur bancaire, qui était mon domaine de compétences, et également de travailler sur l'aspect courrier, parce que le courrier, sans rentrer donc dans la stratégie d'entreprise de la boîte dans laquelle je travaillais, était une activité qui effectivement rencontrait quelques difficultés. Donc il fallait emmener des solutions, rencontrer des clients professionnels. Donc ça aussi c'était de la prospection, c'était de la négociation, c'était le développement de chiffre d'affaires. Et quand je parle de développement de chiffre d'affaires, j'avais donc des objectifs de plusieurs millions d'euros à faire sur mon secteur. Mon secteur, ce n'était pas un bureau, c'était, on va dire, 3 ou 4 bureaux réunis avec des collaborateurs et autres. Il était multicasquette. Et j'avais aussi l'aspect planning. Parce que les plannings, peut-être chez certains, voilà, on délocalise, on délaisse, on délègue à des collaborateurs qui vont le traiter. Ben, il y a l'aspect aussi planification, des tours de congé, gérer les maladies, être en relation avec les organisations syndicales pour pouvoir effectivement donc mettre en place donc des plans de changement d'horaire de bureau, par exemple. J'étais multicarte. Vous êtes un ancien DG de la Poste. Par le passé en République centrafricaine, je parle des années 80, 90 par là, les Centrafricains pouvaient, à travers les catalogues, commander des habits en France auprès de Redoute et de plusieurs enseignes. Au jour d'aujourd'hui, la Poste n'arrive plus à offrir ses services. Que comptez-vous faire? Quelle est votre vue synoptique sur le problème que rencontre la Poste en République centrafricaine? Avez-vous des idées? Avez-vous des informations, ça et là, par rapport à tout ça? Alors, avoir des idées comme ça, effectivement, ce serait prétentieux, mais bien entendu, par le biais de ce que j'ai déjà fait, je peux déjà donc emmener quelques pistes de réflexion. Premièrement, il faut mettre autour de la table qui décide de la stratégie aujourd'hui, donc du système postal centrafricain, que j'ignore. Qui prend les décisions? Quelle est la vision stratégique? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Une feuille de route, tout manager, en début d'année, a une feuille de route. En somme, aujourd'hui, je commence à 1 et je dois terminer en fin d'année à 2 pour que l'entreprise soit pérenne. On parle en termes d'entreprise. Aujourd'hui, je suis incapable de savoir effectivement qui prend la direction. Cependant, en revanche, moi, ce que je peux proposer, c'est on se met autour d'une table. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Quels sont effectivement les principaux acteurs donc, du système postal en République centrafricaine? Est-ce que le système postal ne fonctionne qu'à Bangui? Ou le système postal, effectivement, il y a des relais dans d'autres provinces? Ça, je l'ignore. Quelle est la stratégie aujourd'hui? C'est rester sur Bangui ou c'est peut-être s'étendre au niveau de la République centrafricaine? Qu'est-ce qui va être mis en place pour ça? Est-ce qu'il y a un budget d'allure? Est-ce qu'en début d'année, en dehors donc des salaires... Alors, sans sourciller ni bouclier, voilà. Je vous dis déjà que la Poste en République centrafricaine n'existe que de nom. Il y a un petit bureau au niveau du centre-ville. Tout est condensé, cadenassé, concentré à partir de ce bureau. Par le passé, il y avait des relais dans les villes excentrées. Mais ces relais n'existent plus. C'est-à-dire qu'il faut renaître la Poste de ses cendres. C'est ça le défi actuel. C'est un beau challenge, je trouve.
Moi, j'aime bien les défis. Oui. Justement, je suis un homme de défi, moi. Mm. Mais pour ça, effectivement, il faut parler déjà premièrement avec les responsables. Mm. Effectivement, euh, une décision stratégique ne se fait pas comme ça, en disant, ben voilà, je viens d'un coup de baguette magique, je vais changer les choses. En revanche, moi, j'ai donné les pleines capacités parce que j'ai déjà fait ça. J'ai même accompagné effectivement sur le secteur postal dans d'autres pays. Mhm. Et j'ai des personnes, des collaborateurs qui sont précis et qui sont là, qui peuvent m'accompagner dans ça. Pour ça, la première des choses, c'est l'audit sur le terrain. On ne peut pas décider de développer la poste sans aller sur le terrain et voir réellement ce qui se passe. Mm. Pas juste en comparant. On n'est pas là pour comparer la France et puis la République centrafricaine. On est là pour prendre donc la problématique du pays. Donc il faut arriver sur place, voir comment ça fonctionne et se dire mais pourquoi pas finalement commencer peut-être qu'avec un bureau, avec un bureau qui fonctionne, avec peut-être relancer donc l'activité de ce bureau et voir les résultats. Et après, effectivement, en termes de diversification, là, on peut avoir une vision stratégique, c'est-à-dire sur du long terme, pour pouvoir accroître, développer peut-être le système postal dans d'autres quartiers et peut-être dans d'autres Mm. provinces. Voilà. Il y a plein de choses à mettre en place. La Poste, à l'époque, il y avait des services financiers. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore? Point d'interrogation. Aux responsables de me le dire. La Poste, est-ce que le système postal est bien acheminé? Est-ce qu'on est à l'ère des codes barres pour bien avoir une traçabilité des courriers? Moi, c'est le regard que j'ai ici et c'est le regard, je tiens à insister, ce n'est pas le regard que français, c'est le regard que j'ai dans d'autres pays africains avec lesquels je travaille, que je ne vais pas citer pour mettre voilà, en concurrence. C'est ça qu'il faut voir. Et après, il faut une volonté d'accompagnement. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être un service autonome qui va peut-être gérer le système postal donc, et rendre des comptes? Parce que si on ne rend pas des comptes régulièrement sur l'acheminement, sur les différents jalons de travail, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Savez-vous qu'aujourd'hui, le but de notre travail, c'est de mettre le lampion de la transparence médiatique sur vous, hein, sur Oui. votre compétence, puisque vous avez une compétence distinctive, multisectorielle, c'est très bien. C'est important de pousser les Centrafricains à connaître les compétences distinctives du pays qui sont à l'extérieur. Alors, Monsieur Yvan Marquez, sur votre carte de visite, je vois ici consultant, coach, formateur. Oui, Ça fait 3 domaines. tout à fait. Consultant, coach, formateur. Alors, en tant que consultant, puisque le domaine financier, vous le maîtrisez également, s'il faut réfléchir par extension ou analyser par extension, vous avez parlé de la Poste, parlons un peu du secteur bancaire en République centrafricaine. Quel est votre point de vue? Le point de vue déjà au niveau du secteur bancaire qui fixe les taux directeurs, ben ça je pense qu'on le sait tous. Bon, c'est fixé donc au niveau de l'Afrique centrale, peut-être la BEAC, peut-être donc au niveau de la CEMAC, il y a des accords. Mais je dirais que vu les taux d'intérêt qu'il y a aujourd'hui, en termes de développement en entreprise, je dirais qu'il y a peut-être un effort à faire. Je prends un exemple. En situation de crise aujourd'hui en France, on voit que toutes les banques sont obligées de baisser leurs taux pour inciter les gens à consommer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en République centrafricaine? Non. Aujourd'hui, je prends un exemple. Aujourd'hui, un entrepreneur veut créer une entreprise et avoir donc des fonds au niveau de la République centrafricaine. Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Je peux me tromper. J'espère que c'est possible. Moi, je ne parle pas des grands groupes. Les grands groupes, c'est différent. Lorsque les grosses structures arrivent effectivement au niveau de la République, ils sont accueillis et puis peut-être il y a des investissements et des accords qui sont faits, et je le sais, en haut lieu, effectivement, financiers entre les banques françaises et les banques centrafricaines. Mais ce qui va permettre à quelqu'un qui veut embaucher 10-15 personnes, faire rouler l'économie, d'avoir accès au système bancaire. Est-ce qu'il existe vraiment? Je ne pense pas. Est-ce qu'au dehors de Bangui, on peut aller par exemple dans un autre département, une autre province, avec sa carte de retrait retirée au niveau des distributeurs? C'est pas possible, je pense. Ça, c'est quelque chose que j'ai éprouvé également ailleurs. Donc, il y a peut-être effectivement une réunion à faire autour de la table avec des vraies personnes, pas pour effectivement lire ce qu'on nous a appris dans les universités. C'est pas ça que je demande. C'est vraiment un plan concret. Moi, dans mon travail aujourd'hui,
Ce que je veux, c'est des résultats. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas intéressé par tout ce qui est effectivement, tout ce qui est éphémère. On se met autour d'une table, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on peut le faire dans 6 mois, 1 an? Ne me dites pas dans 10 ans. 10 ans, ça veut dire j'en profite, et puis dans 10 ans, on oublie. Non, concrètement aujourd'hui, on a besoin de réformes. Tout à fait. On a besoin de moyens également. Où est-ce qu'on va retrouver les moyens pour faire des réformes? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, l'argent va circuler plus facilement inter-pays? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut être mis en place? Est-ce que le système, il y a un fichier qui est concret, qui est valide, qui permet de savoir, quand on tape le nom d'une personne, de savoir s'il est solvable ou pas au niveau national? C'est quelque chose de basique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut retirer de l'argent facilement, c'est-à-dire à tout moment au niveau de la ville? Et on ne va pas dire que voilà, il n'y a pas assez de fonds. D'où viennent les fonds? Aujourd'hui, on le sait, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc, est-ce que finalement, le système bancaire il y a des besoins de partenariat avec l'étranger? Je pense qu'il y a besoin de réels partenariats, mais un partenariat gagnant-gagnant. Pas un partenariat, on va venir effectivement faire un discours paternaliste, et finalement, ce qu'on constate, c'est que nous, on est nés, on est grands, et on voit que ça n'évolue pas. Je reviens dessus. Sur le secteur bancaire, il y a peut-être une vraie réforme à faire pour accroître donc la possibilité aux entreprises d'avoir des prêts pour générer de la richesse, parce que c'est cette richesse qui va permettre au pays donc d'être mieux, de consommer, d'employer des gens. Et pour ça, il faut vraiment une décision forte, une position de l'élite. Et je n'en fais pas partie, c'est une vision que j'ai de l'extérieur, je l'ai vu chez les autres. Donc je pense qu'on n'est pas différent des autres, nous avons tous le même cerveau, on peut effectivement y arriver. Voilà. Développer aussi les services bancaires. Aujourd'hui, c'est pas juste mettre de l'argent, j'ai gagné de l'argent, je mets sur mon compte en banque, on me prend des frais, je ne sais pas combien, et demain quand j'en ai besoin, j'avais peut-être 500 000 francs, il me reste 382 000 francs CFA. C'est pas ça qu'il faut. Aujourd'hui, c'est déposer de l'argent, dire, ben voilà, vous avez fait un réel effort d'épargne, on peut vous le mettre sur un contrat qui est peut-être placé, et ce placement va vous rapporter tant, puisqu'on vous prend beaucoup d'intérêt sur les prêts, ben, on peut vous placer aussi votre argent à un certain taux. Lorsque vous en avez besoin, on ne va pas vous dire il faut 6 mois. Je pense qu'aujourd'hui, on a assez de compétences et de personnes à travers le monde pour trouver donc la possibilité donc, de faire en sorte que lorsque les gens veulent retirer l'argent, ils peuvent le retirer en toute sérénité. Avant de m'entretenir avec vous, Monsieur Yvan Marquez, j'ai essayé de fouiner sur Google, comme l'on cherche une aiguille dans une botte de foin, des informations sur vous. Et là, j'ai constaté que vous n'êtes pas politique, vous êtes apolitique. Tout à fait. Bien. Vous n'avez rien à voir avec la politique, c'est très bien. Je suis apolitique. En revanche, vous avez beaucoup de compétences. Vous avez eu un passé militaire, vous avez fait un bref passage dans l'armée française, vous êtes 2 fois diplômé d'école de commerce, vous êtes consultant, vous êtes formateur, vous êtes dans le monde du sport, donc vous êtes dans plusieurs domaines à la fois. Et c'est ça, Monsieur Marquez. Oui, c'est ça. Alors, Monsieur Marquez, dites-nous, aujourd'hui, si le pays a besoin de vous, si les autorités centrafricaines ont besoin de vous, de votre compétence dans tel ou tel domaine, œuvrer soit dans le monde du commerce, parce que, vous savez, nous avons le pouvoir politique, mais nous n'avons pas le pouvoir économique. Très peu de Centrafricains ont l'argent. Très peu. Ceux qui ont l'argent, ils doivent l'avoir nécessairement par le monde politique. Or, l'objectif, c'est de faire en sorte que des Centrafricains puissent être autonomes, puissent avoir beaucoup d'argent. Si les politiques vous demandent aujourd'hui d'élaborer des stratégies pour que la République centrafricaine, pour que les Centrafricains puissent avoir cette opportunité de gérer l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Si on vous demande par exemple d'intervenir, puisque vous êtes consultant, vous avez votre boîte, d'intervenir dans le domaine du commerce non seulement, mais aussi dans le domaine postal. La poste, dans le secteur bancaire, mais il y a aussi plusieurs secteurs. Dans la formation, à l'université, dans les grandes écoles. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous rencontrer? Moi, je sais comment vous rencontrer. Mais les autres qui nous suivent, les Centrafricains qui nous suivent,
comment est-ce qu'ils peuvent faire? Avez-vous un site sur lequel on peut vous joindre, connaître tout ce que vous faites? Présentez-vous, donnez-leur l'opportunité Mon cher de frère, descendre. donc merci de Oui. me poser la question. Effectivement, Oui. j'ai un site sur lequel donc je fais du conseil en ligne. Donc on peut me retrouver en tapant Yvon Marquez Consulting. On peut tomber sur justement cette page sur laquelle effectivement je peux répondre à des questions, des problématiques. Et voilà, on peut prendre rendez-vous avec moi en ligne. Chose que je fais. Je peux prendre également donc contact avec, chose que je fais également avec des entreprises sur lesquelles après nous allons échanger par téléphone, par Skype, également par Zoom et travailler ensemble. Donc j'ai cette page qui est Yvon Marquez Consulting. Si on tape, vous allez avoir sans doute le lien. Vous pourrez mettre le lien par la suite sur cette page sur laquelle on peut me consulter, on peut me joindre directement, afin que je puisse répondre voilà, aux questions et tout. Ça, c'est le premier élément. Et enfin, pour répondre à votre question, moi, je suis ouvert. Vous savez, je suis originaire d'Afrique. Ça, je vais dire, je n'ai pas besoin de le prouver. C'est quelque chose qui est en nous. Si j'ai eu donc le besoin d'aller effectivement travailler dans d'autres pays, c'est qu'effectivement, donc, mon continent africain, effectivement, je souhaitais donc apporter un peu la connaissance que j'avais sur ce continent. J'ai fait d'autres pays, j'ai bien été accepté, j'ai bien été accueilli, ça se passe bien, j'y retourne encore. Mais je me dis, pourquoi pas mon pays d'origine? Si mon pays d'origine, effectivement, par un biais, souhaite me consulter, me contacter et me faire venir pour intervenir sur des problématiques avec, je vais dire, aujourd'hui, mon staff ou moi personnellement, mais je suis ouvert à ça. Aujourd'hui, effectivement, le fait de passer devant vous, c'est dire aussi aux frères et aux sœurs, je suis là, je suis avec vous, je peux vous accompagner, je peux aussi apprendre donc de ce que je vais découvrir sur le terrain. Mais ma situation a déjà été éprouvée au niveau national, au niveau international. Donc si on m'appelle au pays, pourquoi pas? Pas dans le cadre, effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, politique, mais je suis prêt à travailler avec l'État. Avec le gouvernement, avec des hautes autorités, c'est mon pays. Pourquoi aujourd'hui je regarderai à la télévision des personnes qui sont accueillies, qui essayent d'œuvrer pour la République centrafricaine, et moi je dirais non, de toute façon, non, je suis prêt, oui. S'il y a des consultations, des concertations, je suis prêt à venir, à intervenir, à utiliser donc voilà on va dire toute l'expérience que j'ai pour pouvoir œuvrer pour le développement du pays, et ce serait vraiment bien que enfin on puisse partir de l'avant. Vous êtes sans ignorer que l'émission se passe actuellement en français, donc il n'y a pas que les Centrafricains qui nous suivent. Hein, même les Camerounais, les Congolais, ils peuvent solliciter votre compétence. Bien sûr. Vous avez oublié de laisser votre numéro. Est-ce que vous me donnez l'opportunité de communiquer votre numéro? Bien sûr. Donc, je tiens à dire à ceux et celles qui nous suivent actuellement, qu'ils soient centrafricains ou citoyens du monde, pour joindre M. Yvon Marquez, vous pouvez l'appeler si vous êtes en dehors de la France au 0033 6 49 21 48 74. C'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. Alors, son adresse mail, c'est aussi important, voilà. C'est Marquez, MARQUES, Pro Consulting. En un seul mot. En un seul mot, hein. Donc collé. C'est Marquez Pro Consulting @gmail.com. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Un petit mot en sango, parce qu'à force de parler en français, nombreux sont ceux qui diront que c'est pas un centrafricain, son accent vraiment. Oui, avec l'accent. Bon, bien que melengeti kodo, bi kite kodo, bi gonabeni kodo ndem, bi konoka, bi gage. Azo kwa batene bi inga yanga ti kodo parce que bon bi gokando tia bi kite kodo les me que melenge, mais yanga ti kodo bi petit glisse après. Voilà. Azo ti kodo wa inga bi tono bi bala, ala satena bi ke mala.
Atara Timbini Azokwa Kanatera Timbigé, Bigisanga Tikodora, Pembeka Menga Tikodo, comment tu bipelik du Sayanga Tikodo. Mwana meneta ya kuma sanguta ya kuma gangangwa. Aïba, sia, bon, si, non, mais Beke Mani, donc, maman, tu me ressens vite dans d'autres. Mais Beke Mani, Beke répond à l'autre Sango. Donc, mon barga ya kuma note. Ibrahim. Ibrahim. Singila. En tout cas, merci, monsieur Marquez, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé l'opportunité de me présenter à mes frères et sœurs, donc de la diaspora du pays également. Et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de revenir. J'ose espérer que vous serez disponible autant que faire se peut. Si l'occasion fait le l'arrange, je vais vous inviter sur des thématiques assez précises. Voilà, pour très bien, intervenir là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et du moment qu'on se cale, si je m'engage, c'est ce que j'ai toujours fait, je serai présent. Je répondrai présent. Monsieur Marquez, merci. Merci à vous. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un entretien à bâton rompu, sans langue de bois, avec monsieur Marquez Yvan. Vous l'avez écouté. Il a parlé de lui, de son historicité, de son parcours, de tout ce qu'il a eu à faire, de ce qu'il est capable de faire pour la République centrafricaine. Donner la parole aux Centrafricains, donner la parole aux compétences distinctives du pays, aller vers ceux et celles qui font l'actualité, leur offrir l'opportunité de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la République centrafricaine, c'est ce que Kerembesse fait au quotidien. Vous avez aimé, nous avons aussi aimé. Merci pour votre interaction. Merci, je vous donne rendez-vous demain vendredi à 21h pour notre Kerembesse inédit. Au revoir, à bientôt. Merci.